Ce chapitre est intitulé Intégrale de surface. C'est une généralisation du premier chapitre concernant les intégrales curviligne. Et dans ce chapitre, on va voir l'intégrale de surface d'un champ scalaire, d'un champ vectoriel, et on va présenter deux théorèmes principaux, à savoir le théorème de Stokes et le théorème de la divergence. Dans la première section, on va présenter la notion du rotationnel et divergence d'un champ vectoriel, pour entamer par la suite dans la deuxième section l'intégrale de surface, que ce soit pour une fonction scalaire ou bien un champ vectoriel. Et dans la troisième section, on va présenter un théorème très important en termes du théorème de Stokes, qui fait la liaison entre une intégrale curviligne et une intégrale de surface. Et puis dans la quatrième section, on présente le théorème de la divergence, ou bien ce qu'on appelle le théorème de Gauss, qui fait la liaison entre une intégrale de surface et une intégrale volumique. En commençant par cette première section concernant le rotationnel, en considérant un champ vectoriel de composantes PQR définies dans l'espace, et ces composantes possèdent des dérivées partielles premières. Alors, le rotationnel de ce champ vectoriel est défini par cette expression. Il faut noter que cette appellation du rotationnel est due aux rotations du vecteur rotationnel, c'est-à-dire lorsque le champ de vecteur f représente un champ de vitesse dans un écoulement de fluide, alors les particules au voisinage du point x, y, z dans le fluide tendent vers tourner autour de l'axe qui se dirige suivant le rotationnel de ce champ vectoriel. Et la longueur de ce vecteur rotationnel est une mesure de la rapidité du mouvement des particules autour de cet axe. Pour calculer le rotationnel d'un champ vectoriel, on peut considérer cette expression symbolique du produit vectoriel entre l'opérateur différentiel gradient et le champ vectoriel en calculant le déterminant de cette matrice d'ordre 3. Autrement, pour la composante en I, on calcule le déterminant de cette matrice carrée, c'est-à-dire la dérivée partielle de R par rapport à Y, moins la dérivée partielle de Q par rapport à Z. Pour la composante en J, on multiplie par un signe moins le déterminant de cette matrice, c'est-à-dire la dérivée partielle de R par rapport à X moins la dérivée partielle de P par rapport à Z. Et finalement, pour la composante en K, on obtient la dérivée partielle de Q par rapport à X moins la dérivée partielle de P par rapport à Y. Ce qui permet d'obtenir cette expression du rotationnel d'un champ vectoriel de composantes PQR respectivement. Considérons un exemple d'un champ vectoriel défini par cette expression de composantes P, Q et R, et pour lequel on va calculer le rotationnel en utilisant l'expression symbolique. C'est-à-dire la composante OI, ça va être la dérivée partielle de moins y au carré par rapport à y, moins la dérivée partielle de x, y, z par rapport à z. La composante en J, c'est la multiplication par un signe moins de la dérivée partielle de moins y au carré par rapport à x, moins la dérivée partielle de xz par rapport à z. Et puis, la composante en K, c'est la dérivée partielle de x, y, z par rapport à x, moins la dérivée partielle de xz par rapport à y. En faisant les calculs, on obtient cette expression qu'on peut réduire sous cette forme. On va présenter maintenant le premier résultat concernant le rotationnel et la divergence en termes de cette relation. À la donnée d'une fonction qui possède des dérivées partielles secondes continues, alors le rotationnel et le gradient sont deux opérateurs différentiels orthogonaux, c'est-à-dire le rotationnel du gradient du champ scalaire f est toujours nul. En effet, il suffit de faire le calcul en utilisant toujours l'expression symbolique du produit vectoriel entre l'opérateur différentiel gradient et le gradient du champ scalaire f pour obtenir cette expression. Et là, on peut utiliser le théorème de Clairaut qui permet de faire correspondre les dérivées secondes de f par rapport à y, z et z, y. Et la même chose pour les autres composantes. Et donc, on obtient que le rotationnel du gradient de f est toujours nul. Il est égal au vecteur nul. À partir de ce résultat, on peut déduire le résultat suivant.
Si f est un champ conservatif, alors son rotationnel est toujours nul. En effet, le f étant un champ conservatif, alors il dérive d'un potentiel, c'est-à-dire il existe un champ scalaire f tel que le champ vectoriel f s'écrit sous forme du gradient de ce champ scalaire f. Et donc, en composant par l'opérateur différentiel rotationnel, on obtient le rotationnel du gradient qui présente deux opérateurs différentiels orthogonaux. Ce qui permet de conclure que le rotationnel d'un champ conservatif est toujours nul. Un autre résultat très important en termes d'une condition suffisante pour qu'un champ soit conservatif. À la donnée d'un champ défini sur R tout entier et dont les composantes possèdent des dérivées partielles continues, et si jamais le rotationnel de ce champ vectoriel est nul, alors on peut dire que ce champ est conservatif. La démonstration de ce résultat nécessite le théorème de Stokes qu'on va voir dans la troisième section, et donc on va reporter la démonstration de ce théorème. La justification de ce résultat nécessite le théorème de Stokes, et donc on va détailler la démonstration à la fin de la troisième section. Pour illustrer ce théorème de la condition suffisante pour qu'un champ soit conservatif, on considère ce champ vectoriel de composantes P, Q et R. On vérifie d'abord que ce champ possède un rotationnel qui est nul en utilisant l'expression symbolique du produit vectoriel entre l'opérateur différentiel gradient et ce champ vectoriel. On obtient le vecteur nul. Et puisque les composantes P, Q et R de ce champ vectoriel sont définies sur R3 tout entier, alors, d'après le résultat précédent, ce champ vectoriel est bien conservatif. Et donc, on peut chercher un potentiel F dont dérive ce champ vectoriel. C'est-à-dire qu'on peut suivre les mêmes étapes qu'on a vues dans un exemple précédent pour déterminer ce champ scalaire. C'est-à-dire que le potentiel F possède des dérivées partielles par rapport à x, y et z qui correspondent aux composantes P, Q et R du champ vectoriel. Et donc, on peut intégrer l'une des équations pour obtenir l'expression explicite de ce champ scalaire dont dérive le champ vectoriel grand F. On définit maintenant la notion de la divergence d'un champ vectoriel de composantes P, Q et R, définie dans l'espace tout entier, et dont les dérivées partielles par rapport à x, y et z respectivement existent. Alors, la divergence de ce champ vectoriel n'est autre que la somme des dérivées partielles de P, Q et R par rapport à x, y et z respectivement. On dénote symboliquement la divergence de ce champ vectoriel comme étant le produit scalaire de l'opérateur différentiel gradient et le champ vectoriel f. Par exemple, pour calculer la divergence de ce champ vectoriel défini par cette expression, on peut utiliser l'expression symbolique de la divergence, ce qui permet de calculer la divergence de ce champ vectoriel sous cette forme. On présente maintenant un premier résultat concernant la relation entre la divergence et le rotationnel comme étant deux opérateurs orthogonaux, c'est-à-dire à la donnée d'un champ vectoriel de composantes P, Q et R défini sur l'espace tout entier, et ces composantes possèdent des dérivées partielles secondes continues. Alors, la divergence du rotationnel de ce champ vectoriel est nulle, il est égal à 0 comme scalaire. En effet, il suffit d'utiliser les définitions de la divergence et le rotationnel en utilisant les expressions symboliques, c'est-à-dire exprimer le rotationnel de f comme étant le produit vectoriel de l'opérateur différentiel gradient et le champ vectoriel f, et expliciter la divergence de ce vecteur comme étant le produit scalaire entre les deux. Ce qui reste à faire par la suite, c'est expliciter ces opérations différentielles et puis profiter du théorème de Clairaut pour trouver la valeur 0 de la divergence du rotationnel de ce champ vectoriel. Parmi les applications de ce résultat, c'est de montrer qu'un champ vectoriel ne peut pas être écrit sous la forme d'un rotationnel. En effet, on va considérer cet exemple pour lequel les composantes P, Q et R sont définies dans l'espace tout entier
Et donc, on va devoir montrer que ce champ vectoriel ne peut jamais être écrit sous la forme d'un rotationnel d'un champ vectoriel. D'abord, en calculant la divergence de ce champ vectoriel comme étant la somme des dérivées partielles des composantes P, Q et R par rapport à X, Y et Z respectivement, on trouve cette quantité qui est non nulle en général. Or, si on suppose que ce champ vectoriel s'écrit sous la forme du rotationnel d'un champ vectoriel G, alors, en utilisant l'orthogonalité de l'opérateur divergence rotationnelle, on trouve que la divergence de ce champ vectoriel est nulle. Ce qui n'est pas le cas puisqu'on a déjà trouvé que la divergence de ce champ vectoriel est non nulle en général. Et par conséquent, on peut conclure que ce champ vectoriel ne peut jamais être écrit sous la forme d'un rotationnel d'un champ vectoriel. Pour mieux comprendre cette notion de divergence, on considère un champ qui représente la vitesse d'un fluide. Alors, la divergence de ce champ représente le taux de changement par rapport au temps de la masse du fluide qui s'écoule du point X, Y et Z par unité volumique. Et puis, la divergence de ce champ vectoriel mesure la tendance du fluide à diverger du point X, Y, Z. Et si jamais cette divergence est nulle, on dit que ce champ est incompressible. Le deuxième cas concerne la divergence positive d'un champ vectoriel qui représente la divergence de ce champ à partir du point X, Y et Z. Et le troisième cas qui se présente, c'est lorsque la divergence de ce champ vectoriel est strictement négative. Ça veut dire que le point X, Y, Z est concentrique. On peut également exprimer la divergence et le gradient de f comme étant le produit scalaire de l'opérateur différentiel gradient et le gradient du champ scalaire f, qu'on peut noter également par gradient au carré. Cet opérateur est appelé également laplacien de f, d'après sa relation avec l'équation de Laplace exprimée par cette formule. On peut également appliquer l'opérateur de Laplace pour un champ vectoriel f de composantes P, Q et R sous cette forme, c'est-à-dire que le Laplacien d'un champ vectoriel n'est autre que le champ vectoriel dont les composantes sont représentées par le Laplacien de P, Q et R respectivement. On va présenter maintenant une forme vectorielle du théorème de Green qu'on a déjà vu dans le premier chapitre. En considérant cette fois-ci un champ vectoriel de composantes P et Q, défini dans une région D de frontière C, et qui vérifie les hypothèses du théorème de Green. Alors, l'intégrale curviligne de ce champ vectoriel le long de la courbe fermée C est égale à la double intégrale sur la région D du plan de la composante verticale du rotationnel du champ vectoriel F. Pour justifier ce théorème, on commence par calculer l'intégrale curviligne de ce champ vectoriel le long de la courbe fermée C en utilisant le théorème de Green qu'on a déjà vu dans le premier chapitre. Ensuite, en explicitant l'expression du rotationnel de ce champ vectoriel sous cette forme, et puis on multiplie les deux composantes de cette égalité par le vecteur vertical K, ce qui permet d'identifier l'intégrale curviligne de la composante tangentielle de ce champ vectoriel et l'intégrale double sur la région D délimitée par cette courbe C de la composante verticale du rotationnel de ce champ. On va maintenant établir un résultat concernant l'intégrale curviligne de la composante normale d'un champ vectoriel de composantes P et Q définies dans une région D du plan, de frontière C et qui vérifie les hypothèses du théorème de Green. Alors, cette intégrale n'est autre que la double intégrale de la divergence de ce champ vectoriel sur la région D délimitée par la courbe C. En effet, on considère une courbe fermée C qui délimite une région D et qui est paramétrée par cette fonction vectorielle, où le paramètre t varie entre a et b. On rappelle ensuite les expressions du vecteur tangent unitaire et le vecteur normal unitaire, exprimés sous ces formes. Et donc, on peut expliciter l'intégrale
de la composante normale du champ vectoriel f sur la courbe fermée C en utilisant la définition des intégrales curviligne qu'on a déjà vu dans le premier chapitre. Et puis, on remplace l'expression du produit scalaire du champ vectoriel f et le vecteur normal n. On simplifie ensuite par la norme de R' de t et on réécrit cette intégrale sous forme d'une intégrale curviligne en utilisant la définition des intégrales curvilignes dans le sens inverse. Ensuite, on peut utiliser le théorème de Green, puisque les différentes composantes P et Q vérifient les hypothèses de ce théorème, pour avoir cette expression qui représente exactement l'intégrale double sur la région D délimitée par la courbe C de la divergence du champ vectoriel F. On passe maintenant à cette deuxième section concernant les intégrales de surface en commençant par la notion des surfaces paramétrées. On considère cette surface paramétrée par une certaine fonction R, U et V où les paramètres U, V varient dans une région D. Et on considère ensuite une fonction f à 3 variables définies dans un voisinage de cette surface S. Alors, l'intégrale de surface de ce champ scalaire n'est autre que la limite de cette double sommation où delta SIJ est l'aire d'un petit élément de surface provenant d'une subdivision de la surface S en m fois n sous-région SIJ. Et PIJ étoile est un point de cette petite surface. Pratiquement, pour calculer cette intégrale, on peut approximer l'aire de la petite surface SIJ par cette expression où les dérivés de R par rapport à U et par rapport à V respectivement représentent les vecteurs tangents au coin de la surface SIJ. Et donc, on peut établir cette formule qui permet de calculer l'intégrale de surface d'un champ scalaire f en utilisant cette formule. Considérons par exemple le calcul de l'intégrale de surface de ce champ scalaire égal à x au carré sur la surface S qui représente la sphère unité de rayon 1 centrée à l'origine. La première chose qu'il faut faire, c'est déterminer la représentation paramétrique de la surface S en utilisant les coordonnées sphériques où les paramètres phi et θ varient entre 0 et pi et 0,2 pi respectivement. Et donc l'expression de la représentation vectorielle de cette surface s'écrit sous cette forme, ce qui permet par la suite d'utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure pour calculer l'intégrale de surface du champ scalaire x au carré sous cette forme. Après, on peut expliciter les bornes des variables phi et θ et on obtient une intégrale double qu'on peut calculer facilement pour trouver la valeur de l'intégrale de surface de x au carré qui est égale à 4pi sur 3. Parmi les applications de l'intégrale de surface d'un champ scalaire, c'est le calcul de la masse totale et le centre de masse associé à une plaque mince, par exemple un papier aluminium, de surface S et de densité ρ. Alors, la masse totale de cette plaque mince n'est autre que l'intégrale de surface de cette densité. Et les coordonnées du centre de masse sont exprimées par ces relations en termes de x bar, y bar et z bar. Dans le cas particulier d'une fonction exprimée en termes d'une équation cartésienne, c'est-à-dire en fonction de x et de y qui varient dans une région T, alors on peut considérer x et y comme paramètres et en utilisant la définition de l'intégrale de surface d'un champ scalaire, on peut exprimer cette intégrale sous cette forme. En effet, lorsque la surface S est exprimée par cette équation, alors la représentation vectorielle associée à cette surface possède des composantes x, y et gxy. Et donc, on peut calculer les dérivés de cette représentation vectorielle par rapport à x et par rapport à y respectivement sous cette forme. Ensuite, on calcule la norme du produit vectoriel de ces deux dérivés et on remplace donc l'expression de l'intégrale de surface du champ scalaire pour obtenir cette formule. On peut établir des relations similaires lorsque la surface S est déterminée par cette équation en fonction de x et de z ou encore en fonction de y et de z. Par exemple, considérons le calcul de l'intégrale de surface de cette fonction
scalaire, y, sur la surface S déterminée par cette équation où x et y représentent des paramètres qui varient entre 0,1 et 0,2 respectivement. En utilisant la relation qu'on a vue tout à l'heure ou encore en utilisant juste la définition, on obtient cette intégrale double où la région D représente la projection de la surface S sur le plan OXY. Et en remplaçant les bornes de cette double intégrale par les intervalles de variation de x et de y, on obtient une intégrale double d'une fonction polynomiale à variables séparables. C'est-à-dire qu'on peut calculer l'intégrale suivant y séparément par rapport à l'intégrale suivant x pour obtenir cette valeur. Plus généralement, lorsque la surface S est lisse par morceaux, c'est-à-dire qu'elle représente l'union de surfaces lisses S1, S2 jusqu'à Sn, qui n'ont en commun que leurs frontières. Alors, on peut exprimer l'intégrale de surface de ce champ scalaire sur la surface S en termes de la sommation des intégrales de surface sur chaque surface lisse Si. Ce qui permet par la suite d'utiliser la définition pour évaluer chacune de ces intégrales. Maintenant, pour entamer la partie des intégrales de surface des champs vectoriels, on va présenter la notion des surfaces orientées. Et donc, pour pouvoir définir les intégrales de surface des champs vectoriels, on va exclure ce genre de surface appelé ruban de Mobius qui ne possède qu'un seul côté. C'est-à-dire que dans toute la suite, pour l'évaluation des intégrales de surface des champs vectoriels, on ne va considérer que les surfaces orientées, c'est-à-dire qu'elles possèdent deux côtés. Ensuite, on dit qu'un vecteur n est normal à la surface S en un point sur cette surface si ce vecteur est perpendiculaire au plan tangent à S en ce point. Et si jamais cette surface possède un plan tangent en un point, alors il existe deux vecteurs unitaires normaux à S. Dans le cas où cette surface est paramétrée par une représentation vectorielle RUV, alors on peut exprimer le vecteur normal n par cette formule. Et finalement, on dit que la surface S qui est paramétrée par cette fonction vectorielle est lisse si jamais ce produit vectoriel existe et il est non nul en tout point de cette surface S. Plus précisément, on dit qu'une surface S est orientée s'il est possible de choisir un vecteur unitaire normal en chaque point de cette surface, de telle sorte que n varie de façon continue sur la surface S. Et le choix de ce vecteur normal donne S une orientation, de telle sorte que l'orientation positive d'une surface fermée S correspond au choix d'un vecteur qui pointe vers l'extérieur. Maintenant, on peut définir les intégrales de surface d'un champ vectoriel en utilisant cette formule, où f est un champ vectoriel défini dans le voisinage de cette surface S qui est orienté, et n est un vecteur normal unitaire à la surface S. Cette intégrale est appelée également le flux du champ vectoriel f à travers la surface S. On présente dans ce résultat une deuxième formule qui permet d'évaluer l'intégrale de surface d'un champ vectoriel sous cette forme, qui est une intégrale double sur la région D des paramètres U et V. En effet, il suffit d'utiliser la définition de l'intégrale de surface du champ vectoriel f sur la surface S, où ce vecteur représente le vecteur normal n à la surface S. Et donc, ce produit scalaire va engendrer un champ scalaire, ce qui permet par la suite d'utiliser la définition de l'intégrale de surface d'un champ scalaire en multipliant cette fonction par la norme du produit vectoriel des dérivés de R par rapport à U et V. Ensuite, on peut simplifier par cette norme pour établir le résultat de cette proposition. Considérons un exemple
pour le calcul de l'intégrale de surface de ce champ vectoriel exprimé par ses composantes, et S représente la frontière du solide, E enfermé par le paralléloïde associé à cette équation cartésienne, et le plan Z égale à 0, c'est-à-dire le plan OXY. Dans cet exemple, on peut bien remarquer que la surface S est fermée, elle est délimitée par cette surface supérieure S1 et la surface inférieure S2 qui repose sur le plan OXY, c'est-à-dire qui est associé à l'équation Z égale à 0. Et donc, on doit utiliser la convention de l'orientation positive vers l'extérieur, c'est-à-dire que S1 est orienté vers le haut. Et à partir de l'équation cartésienne associée à cette surface S1, on peut considérer les variables x, y comme paramètres qui varient dans la région D, qui représente la projection de cette surface S1 sur le plan OXY. Cette région n'est autre que le disque de rayon 1 centré à l'origine. Et donc la représentation vectorielle associée à cette surface S1 est déterminée par cette expression, ce qui permet par la suite d'exprimer l'intégrale de surface du champ vectoriel f sur S1 en utilisant la formule de la proposition précédente. Ensuite, on peut utiliser les coordonnées polaires en remplaçant x par r cos θ et le y par r sinus θ, sachant que le r il varie entre 0 et 1 et le θ il varie entre 0 et 2π. C'est une intégrale double qu'on peut calculer facilement pour avoir cette valeur π sur 2. Maintenant, sur la surface S2 qui repose sur le plan OXY, on remarque que le vecteur normal associé n'est autre que l'opposé du vecteur vertical K. Et donc, en utilisant seulement la définition de l'intégrale de surface du champ vectoriel f, on obtient cette expression de l'intégrale double de moins z d2. Or, puisque la région D figure sur le plan OXY pour lequel z est nul, c'est-à-dire que l'intégrale de surface du champ vectoriel sur la surface S2 est également nulle. Et finalement, l'intégrale de surface du champ vectoriel f sur la surface S composée de S1 et S2 est égale à π sur 2. Pour le cas particulier d'une surface S déterminée par une équation en fonction de x et de y, également dans ce cas, on peut considérer les variables x et y comme paramètres, et puis l'intégrale de surface du champ vectoriel f sur la surface S peut être évaluée en utilisant cette intégrale double. Il faut préciser que cette formule est basée sur une orientation ascendante de la surface S. Et pour une orientation descendante, il faut multiplier cette intégrale par un signe moins. Et pour les cas où la surface S est exprimée par des équations en x, z et y, z, on peut établir des formules similaires. Passons maintenant à la troisième section, dans laquelle on va établir le théorème de Stokes, qui peut être considéré comme une version du théorème de Green pour une dimension supérieure. On considère dans cette section une surface S orientée, lisse par morceaux, et dont le bord est une courbe C simple et fermée. Je rappelle qu'une courbe simple est une courbe qui ne croise aucun de ses points entre ses extrémités. Alors, l'orientation de la surface S détermine le sens positif de la courbe frontière C. Plus précisément, si vous circulez sur la courbe C dans le sens positif, la tête dans la direction du vecteur normal n à la surface S, alors la surface S sera toujours à votre gauche. À partir de ces conventions, on peut établir le théorème de Stokes qui permet d'identifier l'intégrale curviligne d'un champ vectoriel sur une courbe fermée C à l'intégrale de surface du rotationnel de ce champ vectoriel sur la surface S délimitée par cette courbe.
Je rappelle que l'intégrale curviligne du champ vectoriel f sur la courbe fermée C n'est autre que l'intégrale curviligne de la composante tangentielle de ce champ vectoriel. Et puis l'intégrale de surface du rotationnel de ce champ sur la surface S n'est autre que l'intégrale de surface de la composante normale de ce rotationnel. Et donc, dans le cas particulier où la surface S figure sur le plan OXY, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une surface plate avec une orientation ascendante, alors l'intégrale de surface de ce rotationnel devient une intégrale double de la composante verticale du rotationnel de ce champ vectoriel. Et donc, on peut bien remarquer que le théorème de Green représente un cas particulier du théorème de Stokes. Pour justifier ce théorème de Stokes, on considère que la surface S est déterminée par cette équation cartésienne où les variables x, y varient dans la région D et la fonction g possède des dérivées partielles secondes continues sur cette région qui est simple du plan et dont le bord C1 correspond à la courbe C. Alors, si l'orientation de cette surface est ascendante, alors l'orientation positive de la courbe C qui délimite cette surface correspond à l'orientation positive de la courbe C1 sur le plan OXY. On considère un champ vectoriel de composantes P, Q et R qui possède des dérivées partielles continues. Alors, d'une part, on peut évaluer l'intégrale de surface du rotationnel de ce champ vectoriel sous cette forme, et d'autre part, l'intégrale curviligne de ce champ vectoriel est égale à cette intégrale réelle en utilisant la définition. Ensuite, on explicite la dérivée partielle de z par rapport à t, puisque cette fonction z s'exprime en termes de x et de y sur la surface S. Après, on factorise par la dérivée partielle de x par rapport à t et la dérivée de y par rapport à t, et on utilise la définition des intégrales curvilignes dans le sens inverse. Après, on aura cette intégrale double à travers le théorème de Green, et donc on peut expliciter à l'intérieur de cette intégrale double ces dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y, pour obtenir cette relation en utilisant la règle de chaîne. Et après quelques simplifications, on obtient exactement l'expression de cette intégrale double qui représente l'intégrale de surface du rotationnel du champ vectoriel f. Prenons par exemple l'intégrale de surface du rotationnel d'un champ vectoriel déterminée par cette expression sur la surface S qui représente la portion de la sphère de rayon 2 qui se trouve à l'intérieur du cylindre de rayon 1 et au-dessus du plan OXY. Et donc, pour pouvoir utiliser le théorème de Stokes pour évaluer cette intégrale, il faut déterminer la courbe C qui délimite cette surface en étudiant l'intersection de la sphère et le cylindre. Ce qui permet de déterminer cette courbe comme étant un cercle de rayon 1 qui se situe au niveau du plan z égale à racine de 3. Et donc la paramétrisation de cette courbe s'exprime sous cette forme en considérant un paramètre t qui varie entre 0 et 2π. Par la suite, et en utilisant le théorème de Stokes, l'intégrale de surface du rotationnel du champ vectoriel f n'est autre que l'intégrale curviligne de ce champ vectoriel. Et en utilisant la définition qu'on a vue dans le premier chapitre, on peut évaluer cette intégrale et on obtient cette expression qui est nulle. Dans le cas où la surface S est déterminée par cette équation en fonction de x et de y, on a vu qu'on peut considérer les variables x et y comme paramètres pour évaluer l'intégrale de surface du champ vectoriel f sous cette forme. Et donc, en explicitant les composantes du rotationnel de ce champ vectoriel,
on peut également évaluer l'intégrale de surface du rotationnel de ce champ vectoriel sous cette forme. Et dans le cas où la surface S est déterminée en fonction d'équations en termes de xz ou yz, on peut établir des formules similaires à celles. Revenons maintenant à la démonstration du théorème de la condition suffisante pour qu'un champ soit conservatif. Je rappelle ici ce théorème à la donnée d'un champ vectoriel défini sur l'espace tout entier et dont les fonctions composantes possèdent des dérivées partielles continues, et ce champ possède également un rotationnel nul. Alors, ce champ vectoriel est conservatif. Pour justifier ce résultat, on rappelle que d'après le théorème des intégrales curviligne, un champ f est conservatif si son intégrale curviligne est nulle pour tout chemin fermé C. Et donc, à la donnée d'un chemin fermé C, on suppose qu'on peut trouver une surface orientée S dont le bord est cette courbe C. Et donc, par le théorème de Stokes, on peut correspondre l'intégrale curviligne de ce champ vectoriel sur cette courbe C à l'intégrale de surface du rotationnel de ce champ F, qui est nul puisqu'on a supposé dans le théorème que le rotationnel de ce champ est nul. Si jamais la courbe C n'est pas simple, alors on peut la décomposer en un nombre de courbes simples, le long desquelles les intégrales sont toutes nulles en utilisant le même raisonnement. Et donc, en considérant la sommation des intégrales curvilignes du champ vectoriel suivant les différentes composantes de la courbe C, on obtient une intégrale nulle pour toute courbe fermée C. Maintenant, on passe à la dernière section dans laquelle on va établir le théorème de la divergence pour des régions simples de type 1, de type 2 ou bien de type 3. Il faut noter que la surface de chacune de ces régions est une surface fermée. Et donc, on utilise la convention que l'orientation positive est vers l'extérieur, c'est-à-dire que le vecteur normal unitaire n est dirigé vers l'extérieur de E. Dans ce théorème de la divergence, on considère une région simple de l'espace de type 1, 2 ou bien de type 3, comme indiqué auparavant, et qui possède une frontière surfacique S orientée positivement. On considère également un champ vectoriel F de composantes P, Q et R qui possède des dérivées partielles continues sur une région ouverte qui contient la région E. Alors, ce théorème fait correspondre l'intégrale de surface du champ vectoriel F à l'intégrale sur la région E délimitée par cette surface S de la divergence du champ vectoriel F. On va essayer de justifier ce théorème en considérant des régions simples. À la donnée d'un champ vectoriel de composantes P, Q et R, l'intégrale sur la région E délimitée par la surface S de la divergence du champ vectoriel F est déterminée par cette expression en explicitant la divergence du champ F. Et d'autre part, l'intégrale de surface du champ vectoriel s'écrit par définition sous cette forme, qu'on peut encore détailler en explicitant les composantes P, Q et R du champ vectoriel F. Et donc, pour établir le théorème de la divergence, il suffit d'établir ces trois égalités. On commence par établir cette égalité dont le membre à droite peut être évalué sous cette forme en considérant que la région E est simple et elle est de type 1. De plus, le membre à gauche de cette égalité peut être décomposé suivant les trois surfaces S1, S2, S3 de la surface S et qu'on peut réécrire sous cette forme, sachant que le produit scalaire du vecteur vertical K et le vecteur normal N est nul sur la surface S3. Et donc on obtient exactement
l'expression de l'intégrale sur la région E de la dérivée partielle de R par rapport à Z. Pour établir les autres égalités 6 et 7, on peut considérer des régions de type 3 et de type 2 respectivement. Pour illustrer ce théorème de la divergence, on considère ce champ vectoriel sur la sphère unité de rayon 1. Alors, on peut utiliser le théorème de la divergence qui fait correspondre l'intégrale de surface du champ vectoriel F sur la sphère à l'intégrale de la divergence de ce champ vectoriel sur la boule B délimitée par cette sphère. Or, la divergence de ce champ vectoriel n'est autre que 1, et donc on peut utiliser les coordonnées sphériques pour lesquelles le rayon varie entre 0 et 1, le θ varie entre 0 et 2π, et le φ varie entre 0 et π. Un calcul simple permet de trouver la valeur de 4π sur 3.